en Provence-Alpes-Côte d'Azur, là où nous avons fait déjà un très bon score en 2015, 45%, 46% plus exactement. Eh bien, nous avons fait pratiquement un score identique à ces élections 2021, 45%. Je ne veux pas faire ici un auto-satisfecit, on n'est pas là pour faire de l'autosatisfaction, mais vous pourrez lire dans un certain nombre de journaux, de commentaires médiatiques que le Rassemblement national a été en baisse dans ces élections, ce qui est factuel. Nous avons baissé en voyant pourcentage, mais toutefois, si nous regardons dans l'ensemble des régions, et même dans beaucoup de cantons, parfois il y a des hausses ça et là, et le plus souvent les baisses ne sont pas si significatives que cela. J'ai donné l'exemple de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Faire 45, alors bien sûr c'est pas avec le même nombre de votants, parce qu'il y a une plus forte abstention, mais faire 46% des voix ou faire 45%, ça n'est pas la victoire, mais ça témoigne d'un niveau électoral qui est extrêmement haut, qui est record, qui est proche d'une victoire à 50% plus une voix, et faire ici, comme nous l'avons réalisé, non pas l'élection régionale, mais l'élection départementale, dans une ville comme Donge, par exemple, 37% des voix en 2021 ou 38% en 2015, c'est sensiblement la même chose. Ce sont des très hauts scores qui témoignent d'une, moi je le pense, d'une adhésion aux valeurs portées par le Rassemblement national, et pas simplement, et plus simplement, un vote de contestation, un vote qui serait là un petit peu pour protester, pour émettre une parole différente de celle qu'on entend à gauche et à droite. Je pense qu'il y a une adhésion à nos valeurs parce que nous prouvons chaque jour, par nos réalisations à l'échelle locale, dans les mairies notamment, et puis par nos propositions, que nous sommes la seule formation politique qui a toujours parlé de sécurité et a toujours fait des propositions pour la sécurité concrète des personnes et des biens. Alors que pendant des années, nous avons eu un discours, pas tellement à gauche, puisque la gauche ne s'occupe pas vraiment de sécurité, mais à droite, qui disait, mais le discours du Rassemblement du Front National à l'époque, le discours du Front National est extrémiste sur les questions de sécurité. Il nous parle d'une vague migratoire qui est du délire, du fantasme. Il faut apprendre à intégrer d'ailleurs le mot est révélateur, non pas assimiler, mais à intégrer chaque année des populations croissantes, des populations de plus en plus nombreuses qui viennent des quatre coins du monde. Nous sommes une terre d'accueil, etc., etc. Et il nous expliquait que le Front National à la fois était catastrophiste dans son analyse, et puis extrémiste naturellement dans son message et dans son projet politique. Et puis nous avons eu un certain nombre de phénomènes, depuis 5-6 ans, qui, vous connaissez, l'aggravation de la crise migratoire, c'est devenu de centaines de milliers, peut-être de millions maintenant, je ne sais pas. Allez, disons de centaines de milliers, pour être gentil, d'immigrés clandestins, à la suite de ce qui s'est passé en Syrie, à la suite de ce qui s'est passé en Libye. Alors ce qui s'est passé en Syrie, nous ne sommes pas responsables, mais ce qui s'est passé en Libye, la droite aurait des comptes à rendre. En tout cas, à la suite de ce qui s'est passé dans ces pays, dans d'autres pays du monde, nous avons eu des vagues croissantes d'immigration qui, naturellement, ont été, je suis bien désolé de le dire, mais visibles, de plus en plus visibles dans le paysage. Et on nous dit maintenant, sans le dire vraiment, mais on nous fait comprendre, le discours du Rassemblement national est un discours de vérité. Leur parole est toujours un peu excessive, on va dire, mais tout de même, ils ont été prophètes en leur temps. Un certain Jean-Marie Le Pen a été prophète en son temps, en dénonçant, depuis les années 80, les vagues d'immigration qui allaient venir et tous les problèmes que cela allait causer, pas simplement des problèmes de sécurité, mais aussi des problèmes, je dirais, d'insécurité, d'une certaine insécurité culturelle. Le fait que nous ne soyons plus chez nous, véritablement, que nous ne nous sentons plus chez nous. Voilà. Alors c'est une victoire, c'est un début de victoire, c'est pas encore une victoire électorale, c'est un début de victoire idéologique toutefois. On consent désormais aux représentants du Rassemblement national que peut-être ils ont eu raison depuis 30 ans, 40 ans, que peut-être ils ont annoncé ce qui allait venir, qu'ils ont porté les bonnes
propositions et maintenant un certain nombre de candidats, puisque nous allons entrer dans une période d'élection présidentielle, un certain nombre de candidats et de formations politiques, notamment à droite, parlent comme nous. C'est sans doute que nous avons, encore une fois, été à l'avant-garde. Et ceci, eh bien, nous allons en parler dans cette réunion, pas une réunion publique, qui est une réunion militante de section, avec Titouan, qui va aussi eh bien, vous présenter les enjeux de cette campagne présidentielle à venir, de l'année électorale à venir. Encore une fois, la politique ne se réduit pas aux élections, mais il est évident selon nous que si l'on veut changer les choses en politique, le minimum est de participer aux élections, d'exprimer sa voix, parce que si l'on s'exprime par l'abstention, selon nous, c'est donner une voix indirectement au pouvoir en place. Quand j'ai commencé mon engagement militant, je disais, enfin j'ai appris, on m'a appris, et je redisais que être dans l'abstention, c'était donner, bonsoir, vous pouvez vous asseoir, c'était donner une demi-voix à la droite et une demi-voix à la gauche. Bon. Puisque la droite et la gauche n'existent plus vraiment comme nous les entendions il y a quelques années, c'est inutile de dire ça. Mais je pense que être dans l'abstention, nous pouvons encore dire que c'est donner une voix au pouvoir en place. Et donc nous ne voulons pas être dans l'abstention, nous voulons être dans la participation aux affaires. Nous avons besoin de vous dans cette année qui vient. Et puis toi, on va vous expliquer les enjeux et ensuite nous pourrons discuter des divers aspects de l'année électorale à venir, des stratégies, etc. Et je laisse la parole à Titouan. Finalement, on est aussi nombreux que d'habitude. Je suis désolé pour la salle que nous avons, qui n'est pas de notre fête. La mairie nous attribue les salles un peu aléatoirement. Parfois, nous avons des salles immenses, que nous remplissons mal. Puis là, nous remplissons. Bonjour à toutes et à tous, déjà. Je me tiens ce soir devant vous pour commencer une nouvelle année. Une nouvelle année qui se clôturera, vous le savez sûrement, par les élections présidentielles et législatives. Là, encore plus que d'habitude, même si vous êtes toujours là, etc., nous aurons besoin de militants actifs sur le terrain, à la fois pour les traquages, les collages et les rencontres. C'est notre moment, c'est le moment où nous pouvons gagner enfin, le moment de la victoire de nos idées et de Marine Le Pen. De plus en plus, nos constats et nos idées sont partagés dans la population. Nos adversaires sont toujours plus agressifs envers nous, mais ils reprennent toujours plus nos idées pour combler les manquements dans leur programme et dans leur constat. Ces adversaires qui seront toujours plus agressifs, ce sera eux qu'il faudra battre dans cette élection, et on va pouvoir regarder ensemble du coup à qui nous ferons face pour ces élections. On va partir de la gauche. On aura donc la France Insoumise, une force à bout de souffle, représentée par un leader complètement fatigué, un Jean-Luc Mélenchon qui est maintenant, après avoir rassemblé plus de 19% des électeurs en 2017, aussi entre volatilité idéologique et délire mégalomane. Il n'est plus du tout le Mélenchon fringant qu'on a pu voir en 2017. Il est complètement fini politiquement. Pour imaginer un Mélenchon gagner, il faut être Mélenchon. Il n'y a pas d'autre choix. Ensuite, pour rester à gauche, et même à l'extrême gauche, vu les dernières prises de position, nous avons les écolos. Toujours plus islamo-serviles, ce sont des misérabilistes aux grandes idées d'accueil qui vivent entre eux. L'art d'être vert, c'est de vouloir sauver le monde en détruisant tout ce qui l'a construit. De l'opposition au Tour de France jusqu'à celle à un sapin de Noël, en passant par la détestation des voitures, ces verts détestent tout ce qui est populaire, tout ce qui fait fonctionner la France, ou du moins ce qu'il en reste. Recentrons-nous sur une force politique historique de l'histoire de France, le Parti Socialiste. Est-ce la peine d'insister? Désormais loin de ses vieilles gloires, le PS est un astre mort, à court d'idées, à court de personnalité, plus de discours, plus de cohérence. Pas la peine de tirer sur une ambulance, et encore moins sur un corbillard. Désormais, le tenant du titre, Emmanuel Macron. En 2017, il a su crucifier les vieilles gloires, les vieilles forces, à sa droite et à sa gauche. Un candidat de moins de 40 ans qui parlait de nouveau monde et de politique autrement. Tout cela exprimé très simplement par sa fameuse formule du « en même temps ». La supercherie n'a pas mis longtemps à se révéler et le contre-coup était particulièrement violent. 2 ans de manifestations, particulièrement violentes, des insurrections populaires, une crise sanitaire qui n'a certes pas choisi, mais où tous les mauvais choix ont été faits. Enfin, la catastrophe afghane, une humiliation géopolitique pour la France et pour l'Occident, et un drame migratoire qui va s'abattre sur la France et toute l'Europe.
C'est un président qui a réussi à rendre plus difficile d'accès à un bar à un Français que la France à un immigré. Avec le confinement et les masques, avec le couvre-feu et avec le vaccin récemment, il vous a promis le fameux retour à la vie d'avant. Finalement, sa politique va mettre en place la vie d'Afghan. Le bilan est catastrophique et la jeunesse rafraîchissante de M. Macron a vieilli jusqu'à se transformer en une synthèse du PS et de LR. Le président Macron a transformé notre devise liberté, égalité, fraternité en la devise confinement, passe sanitaire, ensauvagement. Voilà le bilan et le mal qu'ont fait ces 4 ans de Macron. Courage, il n'en reste plus qu'un seul. À droite maintenant. Enfin, la droite est devenue un bien grand mot. Xavier Bertrand, le François Hollande de droite. Aussi insipide dans l'attitude que dans les idées, il sera en concurrence avec Valérie Pécresse, l'ex-futur ministre de Macron. Enfin, pour conclure, il est bien évident que la dynamique est avec nous, que la réalité est avec nous. Je vous l'ai déjà dit, il y a un an, ici même, et cela s'est toujours vérifié un peu plus. Insécurité, immigration, pression fiscale, atteinte aux libertés individuelles fondamentales. Ce sont nos réponses qui sont les bonnes à tous ces problèmes. Nous sommes le sens de l'histoire et c'est pour ça qu'il faut se battre. C'est l'année de Marine Le Pen, c'est l'année du Rassemblement national et c'est surtout l'année de la France. Merci. C'est effectivement, merci pour ce rappel. Alors effectivement, on l'a rappelé l'année dernière dans une salle plus grande. C'était avec un peu moins de personnes. C'est l'année de la France 2022, avec 2 échéances très importantes, l'élection présidentielle et les élections législatives. Élire un nouveau président de la République, nous l'espérons, et ne pas reconduire le bail de M. Macron pour 5 ans de plus, et puis désigner une majorité législative qui nous permettra de gouverner, parce que vous savez que dans le système présidentiel français, avoir un président de la République de la sensibilité qu'on souhaite ne suffit pas, il faut aussi avoir une majorité de députés et accessoirement de sénateurs pour gouverner. Nous allons donc élire successivement, non pas en mai comme d'habitude, mais en avril, puisque les élections, vous ne le savez peut-être pas, ont été avancées de 2 semaines, pour des raisons qui sont liées à des règles constitutionnelles un peu complexes. Nous allons élire mi- et fin avril, premier et second tour, un nouveau président de la République. Et vous le savez, Marine Le Pen est dans la bataille. A-t-elle jamais vraiment cessé de l'être depuis 2017 qu'elle et ses équipes seront mieux armées pour la bataille présidentielle de 2022, à l'issue de laquelle nous espérons la victoire. Et puis il y aura ces élections législatives à la mi-juin 2022, à l'issue desquelles nous réélirons l'Assemblée nationale. Et là, naturellement, nous serons, comme toutes les autres forces politiques, présents dans chaque circonscription pour défendre un programme politique dans la nouvelle législature à venir. Puisque, vous savez, ce sont les députés qui font les lois avec les sénateurs. Donc nous avons 2 très grandes échéances que nous allons aborder d'ici quelques jours maintenant. Marine Le Pen va faire un discours de rentrée dimanche après-midi à Fréjus. Et à partir de là, nous serons dans une campagne présidentielle avec naturellement, localement sur le terrain, Titouan l'a rappelé, la diffusion de tracts. Nous allons diffuser dans les jours à venir un tract national tiré à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires sur la fiscalité. Titouan a rappelé l'enjeu de la fiscalité. C'est, selon nous, un des enjeux de la campagne présidentielle à venir. Les impôts, les taxes, la fiscalité, parce que tous les partis s'accordent à dire qu'il y a trop de taxes, mais une fois qu'ils sont au pouvoir, ils ont cette tendance fâcheuse à les augmenter. Ils parlent durant la campagne d'idées ou de fausses bonnes idées. Sarkozy avait sa TVA sociale, d'autres ont d'autres types d'idées. Et puis finalement, quand ils sont au pouvoir, soit ils mettent en place ce qu'ils disent, comme la gauche, qui a, on va dire, l'honnêteté intellectuelle d'avouer qu'elle augmentera les impôts, mais ça n'est pas le choix majoritaire des Français. Soit quand ils sont de droite, ils disent qu'ils n'augmenteront pas les impôts, qu'ils les baisseront quand ils sont en campagne, et puis finalement, au pouvoir, ils font comme la gauche. Nous disons qu'un certain nombre de taxes seront revues, seront retranchées, seront baissées, et notamment la TICPE, l'ancienne TTIP, la taxe que nous payons sans forcément en avoir conscience en mettant le plein dans notre véhicule, nous reverrons cette taxe. Je ne sais pas quelle sera exactement la position
du RN, mais enfin il y a durant l'avant-dernière campagne, quand c'était encore la TTIP, nous parlions d'une baisse de 20% à l'époque. Parce que c'est une forme de, nous le disons, de vol des Français. C'est une surtaxation qui est un vol déguisé des Français qui voient, et nous le voyons, pour ceux qui ont des voitures, pour ceux qui ont encore la chance de pouvoir se payer une voiture, alors qu'effectivement, comme le disait Titouan, nous avons des écologistes qui nous expliquent qu'il ne faut pas prendre la voiture et qui nous insultent pour cela. Eh bien, pour ceux qui ont la chance d'avoir une voiture, nous voyons à chaque plein que le prix augmente de quelques centimes tous les mois, et cela, nous voulons y mettre un terme avec cette diminution notamment de la TICPE. Et vous le verrez dans ce tract, il y aura d'autres mesures pour diminuer l'impôt des Français. Et puis nous allons parler de tous les grands sujets, pas simplement les aspects fiscaux, puisque une campagne présidentielle s'inscrit aussi dans des enjeux internationaux que nous ne maîtrisons pas toujours, et en tout cas pas assez, puisque la France est une puissance de moins en moins importante, hélas, dans l'ordre des nations. Eh bien, nous avons pourtant des choses à dire sur la manière dont, notamment, les flux migratoires sont, j'allais dire organisés, mais non, ils sont mal organisés, ils sont insuffisamment organisés. Nous avons des choses à dire sur cette Europe qui n'est pas, comme le dit la gauche, une Europe forteresse, où personne ne pourrait rentrer, mais qui est bien davantage, selon nous, une Europe passoire. Rappelez-vous de ce débat, il y a 2 ans de cela, où Jordan Bardella était intervenu. On lui avait demandé d'apporter un petit objet qui, pour lui, symbolisait cette campagne. À l'époque, c'était la campagne européenne. Et bien, Jordan avait apporté une passoire. Parce qu'il nous avait expliqué, il nous avait montré par le symbole combien, selon lui, c'est la vérité, l'Europe est perméable à tous les flux migratoires venus du monde entier. Et nous le voyons encore depuis ces dernières semaines avec cette triste histoire de l'Afghanistan. Il y a eu un changement de régime en Afghanistan, vous en êtes aussi informés que nous. Nous n'avons aucune, comment dirais-je, nous ne sommes pas responsables de cela, et pourtant on nous explique qu'il nous faudrait accueillir alors pour la France, je ne sais pas combien ça doit être, je pense que ça va être des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers d'ailleurs, de réfugiés afghans. Alors vous situez comme moi sur la carte à peu près l'Afghanistan, qui est l'Asie centrale. Vous voyez à peu près la distance, qui est, je crois, de 6000 km. Vous situez aussi la culture de l'Afghanistan, qui est un pays de culture musulmane, et vous situez la culture de la France, qui est encore un peu une culture chrétienne, et vous voyez diverses incompatibilités. Nous voyons ces incompatibilités, mais une certaine gauche, notamment les écologistes, mais pas que, les socialistes le font aussi, les communistes aussi, et puis une partie de la droite, somme toute, nous explique qu'il serait normal que l'Afghanistan, les Afghans, naturellement, s'ils veulent se rendre en France, viennent dans les divers pays européens, notamment la France. Ils ne se questionnent pas du fait que peut-être il serait normal que si des Afghans veulent quitter leur pays, et ce choix leur appartient, pourquoi ne se destinent-ils pas dans d'autres pays musulmans, dans des pays proches de l'Afghanistan, et pourquoi vont-ils systématiquement en Europe, pourquoi vont-ils systématiquement notamment en France? Eh bien, nous redisons, comme nous l'avons dit l'année dernière, que c'est naturellement lié à notre système de protection sociale qui est extrêmement avantageux, notamment pour les populations immigrées. Et nous disons que ce n'est pas notre problème. Si il y a un changement de régime en Afghanistan, nous disons que ce n'est pas notre problème, non pas que nous souhaitions du mal à ces populations, mais nous ne souhaitons pas qu'ils viennent en France. Nous constatons de plus que, nous constatons sur les images, les photos qu'on voit,
Nous constatons aussi, eh bien, en voyant tout simplement qui vient sur notre territoire, et vous avez quelques dizaines de ces Afghans qui sont arrivés il y a quelques jours à Piriac-sur-Mer, donc nous voyons que ce sont des hommes adultes, généralement en bonne santé, qui viennent sans femmes et enfants, c'est-à-dire qu'ils laissent les femmes et les enfants sur place. Ce qui pose question quand même. Alors, encore une fois, nous disons qu'il faut que les Afghans restent en Afghanistan, c'est la palissade, mais c'est bien de le répéter. Les Afghans en Afghanistan, les Français en France, réduire les flux migratoires, ça a toujours fait partie du programme du Front National, Rassemblement National. Il en sera encore question en 2022. Et on ne peut pas par ailleurs, et c'est une contradiction que nous voulons soulever dans cette campagne, on ne peut pas constamment, comme notamment le propose la gauche, vouloir le maintien d'une protection sociale efficace, le maintien de services publics de qualité pour tous, gratuits ou à bas prix, et puis accueillir annuellement des centaines de milliers de personnes qui ne partagent pas notre mode de vie, qui ne partagent pas nos valeurs, et qui globalement sont un coût pour la société. Je parle d'un coût y compris financier, pas simplement parce que nous ne voulons pas que ces gens-là viennent, mais ils sont aussi un coût tout simplement pour les finances de notre pays. On ne peut pas à la fois avoir les services publics, la protection sociale, et puis l'immigration à tout crin, et on ne peut pas avoir ces deux choses-là en même temps. La gauche nous explique avec générosité que l'on pourra avoir demain toujours plus de services publics, toujours plus d'égalité, et en même temps accueillir la terre entière. Nous disons qu'il y a une contradiction et une imposture idéologique. Alors certains à gauche, je pense, en sont parfaitement conscients, ils agissent avec démagogie, et puis d'autres, et notamment chez les Verts, disent cela sans doute avec utopisme. Ils pensent réaliser cette utopie en accueillant toujours plus de monde et en garantissant un bon niveau de vie aux habitants de la France, que d'ailleurs ils n'appellent plus les Français, puisque pour la gauche, la France, les Français sont des choses un peu abstraites, sans importance. Nous disons une chose claire, c'est que si nous réduisons les flux migratoires, même si la campagne présidentielle ne va pas se réduire qu'à cela, mais si nous diminuons drastiquement les flux migratoires, nous pourrons de nouveau garantir un bon niveau de vie aux Français. Nous pourrons garantir aux Français la priorité dans l'accès aux emplois, dans l'accès au logement, dans l'accès à la protection sociale. Et nous savons combien ces trois problèmes, notamment à Saint-Nazaire, sont prégnants, puisque quand nous voyons nos électeurs, ou des gens qui ne sont pas nos électeurs d'ailleurs, ce n'est pas une question d'étiquette ou d'électorat ici, quand nous discutons à Saint-Nazaire, majoritairement, quand nous discutons avec des gens, quels qu'ils soient, majoritairement, les conversations portent sur ces trois sujets: logement, emploi, protection sociale. Avec c'est pas simplement un sentiment, cette perception que ces trois choses-là sont de plus en plus menacées par l'immigration, qu'avoir un logement à Saint-Nazaire est loin d'être une facilité, à part pour certains publics, qu'avoir un emploi à Saint-Nazaire et sa région est loin d'être une facilité, à part pour certains publics aussi, même si là ce n'est pas la même forme d'immigration, c'est notamment, vous le savez, l'immigration des travailleurs détachés. Mais après tout, c'est le même problème, hein. C'est une immigration économique. Et puis, avoir accès à une bonne protection sociale, eh bien, c'est pour beaucoup de Français de plus en plus une difficulté, alors que un certain nombre de publics bénéficient, notamment en cas de problèmes graves, de maladies graves, vous le savez, de cette aide médicale d'État qui coûte à la France, les estimations varient, à peu près 1,5 milliard d'euros par an, et certains disent 2 milliards. Voilà. Ces trois problèmes, du logement, de la protection sociale et de l'emploi, à notre sens, sont directement aggravés par l'immigration. L'immigration est loin d'arranger ces problèmes. À notre sens, elle les accentue. Et c'est ce pourquoi nous portons inlassablement cette parole depuis presque 50 ans maintenant,
que Marine Le Pen la porte depuis 10 ans à la tête d'abord du Front National, puis du Rassemblement National, ce ne sont pas là des lubies. Ce n'est pas quelque chose de monomaniaque. Ça n'est pas non plus une rente électorale, ou des choses que l'on dirait par facilité. Nous disons ces choses parce qu'elles deviennent de plus en plus le réel. Ce sont de moins en moins des choses prospectives. On pouvait dire dans les années 90 que l'augmentation de la population mondiale, l'augmentation de la démographie, dont l'immigration de masse est issue, peut-être que c'était une hypothèse, tout simplement. Et que peut-être un certain nombre de pays en voie de développement se développeraient de telle manière qu'ils arrivent notamment à fixer leur population, à se développer, à diminuer leur démographie, à diminuer leur flux migratoire. Dans certains pays, ça a certes réussi, mais dans la plupart des pays, nous avons au contraire des flux migratoires croissants. Et donc ce que nous disions depuis les années 80 et dans les années 90, c'est avéré non seulement la réalité, mais peut-être, en certains aspects, quelque chose... Peut-être avions-nous même un discours plus optimiste que ce qu'est la réalité d'aujourd'hui. Parce que à ces flux migratoires sont venus s'ajouter la hausse des faits d'insécurité, des faits divers d'insécurité, la hausse des crimes, la hausse des viols, etc. Nous ne le savons que trop. Ce qui nous amène à penser que nous étions, depuis le début, dans un discours du réel. Et ce n'est pas parce qu'on nous explique qu'il ne faut pas porter cette parole, notamment dans les médias, qu'on n'a pas le droit de dire que peut-être la France n'est pas une terre d'accueil à l'infini, que peut-être les Français, en France, ont le droit d'être prioritaires chez eux. Ce n'est pas parce qu'on nous dit qu'on n'a pas le droit de tenir cette parole que nous ne la tiendrons pas, bien au contraire, cela nous confirme dans notre opinion. Voilà, chers amis, pour les enjeux de cette campagne présidentielle, ces 8 mois à venir. Campagne, encore une fois, un peu plus courte que d'habitude, puisqu'on aura 2 semaines de campagne en moins. Titouan vous a admirablement présenté les autres candidats, les autres partis. Tous ne sont pas encore déterminés, mais nous avons déjà, avec la primaire des écologistes, peut-être la primaire à droite, on voit déjà un certain nombre de profils un peu exotiques, de candidats qui promettent vraiment monts et merveilles, généralement pas pour tous les Français, mais pour leur électorat respectif. Quand nous écoutons une femme politique que vous ne connaissez pas beaucoup encore, mais mérite-t-elle d'être connue, je ne sais pas, Sandrine Rousseau, membre des écologistes, quand nous l'écoutons nous expliquer que, par exemple, eh bien, si les terroristes afghans étaient en France, nous pourrions mieux les surveiller. Nous pourrions les contraindre, nous pourrions mieux nous protéger. Quand nous écoutons cela, dit avec... je pense qu'elle est sincèrement convaincue de ce qu'elle dit. Elle dit avec insouciance et légèreté. Nous disons... Malheureusement, elle est convaincue. Il arrête de la fumer. Hein. Tous ceux qui rentrent. On a bien appris. Comment? Tous ceux qui rentrent. Ouais. Là-dedans, il y en a de cachés, ça c'est sûr et certain aussi. Oui. Et nous disons que c'est un discours non seulement naïf, pas à la hauteur, à mon avis, d'une candidate à la présidence de la République, et que c'est une vision utopique d'un phénomène comme l'immigration. C'est une vision totalement propre au vert, finalement, propre à la gauche. Résolument, ce n'est pas notre vision. Le cheval de Troie, vous dites. On peut dire que c'est un cheval de Troie, oui, parce que dans ces masses, dans ces flux migratoires immenses, il y aura, même si ça n'est qu'une personne, 2 personnes, 5 personnes, peut-être 10 personnes, Autant il y en avait déjà 5. 10 personnes qui potentiellement peuvent faire des attentats, comme il y a eu, encore qu'il s'agissait là de Français de papier, comme il y a eu en novembre 2015, de papier. Français comme je suis afghan. Nous expliquons donc que dans ces immenses flux migratoires peuvent se nicher effectivement, comme tu le dis Serge, des personnes qui demain commettront
des attentats qui les commettront d'autant plus de facilité que l'État islamique, ou ce qu'il en reste, apprécie beaucoup que des terroristes fassent des attentats et puis ensuite ils récupèrent opportunément en disant « oui, cet attentat, cette forme de terrorisme agit beaucoup avec des individus qui font des attentats un peu spontanément ». Donc il est effectivement possible que dans ces, probable je pense, que dans ces personnes qui viennent d'Afghanistan, comme de ces personnes qui venaient de Syrie il y a cela 5-6 ans, il y ait isolément des terroristes. Et en tout cas, même si bien sûr, ça n'est pas une généralité, ce n'est pas une raison, à notre sens, contrairement à ce que dit Madame Rousseau, de vouloir que la terre entière arrive en France. Parce qu'il n'y a pas que ça dans le discours de Madame Rousseau, c'est non seulement une bienveillance étonnante à l'égard des terroristes, et puis c'est au fond tout le discours qu'on a de la gauche habituelle sur non seulement la possibilité, mais la nécessité, le besoin qu'il y ait en France une immigration massive. C'est une universitaire, mais enfin, on ne va pas parler... C'est un économiste. On va pas rester 10 minutes sur Madame Rousseau. Après, je vais vous trouver un exemple à droite, si je ne l'ai pas en tête. Madame Rousseau, c'est une universitaire qui se découvre une vocation de successeur au général de Gaulle. Eh bien, disons que... Pas au niveau, Madame Rousseau, résolument. Et puis à droite, je n'ai pas tellement d'exemples, mais... Bonjour. Parlons brièvement de M. Ciotti, par exemple, qui est un des candidats, pas le pire sans doute, mais un des candidats à la primaire de la droite, s'il y a une primaire, ce dont nous pouvons douter. M. Ciotti explique combien, depuis des années, sinon depuis des décennies, puisqu'il est maintenant un élu assez âgé, M. Ciotti se découvre soudainement combien les Républicains sont de droite, dit-il, vraiment la droite, la vraie droite, résolument de droite. Bon, ça ne fait pas un programme d'être de droite, qui n'est pas suivi de réalisation, et notamment de réalisation, pour revenir à ce sujet, en termes de sécurité des Français. Parce que l'électorat de droite, on nous explique qu'il est celui, avec l'électorat Rassemblement National, naturellement, celui qui est le plus sensible au thème de la sécurité, au thème de l'immigration, au thème, comme on dit, régalien. Bon, il ne suffit pas, comme le fait M. Ciotti depuis 3 semaines à peu près, de se dire simplement « je suis de droite ». Il ne suffit pas, comme le fait M. Ciotti depuis 3 semaines aussi, de découvrir qu'il y a un certain nombre de changements dans la démographie française. Et cela, vous l'avez sans doute vu, notamment sur CNews, vous avez vu certaines cartes circuler. M. Ciotti reprend des analyses que nous faisons sur ce sujet en disant que les Français sont de moins en moins chez eux en France. Et il fait une campagne très à droite pour, espère-t-il, être qualifié à la suite de la primaire, comme M. Fillon en son temps avait fait une campagne très à droite. Nous disons que c'est insuffisant, et nous disons que c'est insuffisant, et nous constatons par ailleurs que M. Ciotti, durant l'entre-deux tours des élections régionales, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, où il y avait, vous le savez, notre candidat Thierry Mariani, et puis, eh bien, Renaud Muselier, représentant des Républicains, quand il s'est agi de savoir pour qui voter au second tour, a dit qu'il préférait voter Muselier. Trop complexe pour lui d'appeler, ne serait-ce qu'à une abstention. On ne demandait pas, bien sûr, un appel à voter pour le candidat du RN. Mais cet appel explicite à voter Muselier, candidat des Républicains qui accueillait sur sa liste des représentants du gouvernement, de la République En Marche et des centristes, cet appel explicite à voter Muselier en dit beaucoup sur, disons le mot, le manque de courage de M. Ciotti, mais des Ciotti, vous en avez des quantités, à droite notamment. M. Ciotti n'est qu'un exemple parmi beaucoup. Et puis là, nous avons entendu que M. Ciotti, s'il y avait un second tour entre Zemmour. Macron et... entre Marine et Macron, n'accepterait pas de voter Marine. Voilà. Il y a des choses que M. Ciotti, et au-delà de M. Ciotti, la droite en général, s'imagine de faire, soutenir les centristes, et éventuellement prendre des représentants de la République En Marche sur ses listes. Et puis il y a des choses qu'elle ne s'imagine toujours pas de faire, c'est-à-dire dialoguer avec les représentants du Rassemblement National. Je ne sais pas d'alliance, mais simplement de voir quelles sont les priorités.
Et dialoguer avec les électeurs du Rassemblement national, s'adresser à eux, c'est toujours quelque chose de difficile à droite. On veut généralement bien des voix, mais pas beaucoup plus. On veut des voix une fois tous les 5 ans, mais pas beaucoup plus. Bon. Nous n'avons pas cette approche-là de la politique. Nous n'avons ni cette approche utopique des problèmes qui se posent à la France, comme peuvent l'avoir les écologistes sur les questions d'immigration, et nous n'avons pas cette approche, je dirais, hypocrite que peut avoir la droite sur ses propres valeurs. Nous nous disons quelles sont nos valeurs. Les Français nous élisent ou ne nous élisent pas, nous élisent pour nos valeurs, nous élisent contre nos valeurs, mais nous disons ce que nous sommes, et quand nous sommes aux affaires, notamment dans les mairies, nous faisons ce que nous avons dit que nous étions. Nous tenons nos programmes électoraux. Alors que les autres promettent monts et merveilles et réalisent fort peu, ou réalisent parfois l'inverse de ce qu'ils ont dit. Prenez un exemple comme Sarkozy, au niveau de la politique nationale, qui nous a fait revoter au référendum de 2005, mais c'est même pas ça. Nous avons voté en 2005 au référendum. Nous avons mal voté selon le pouvoir de l'époque. Eh bien, en 2008, on nous a imposé le traité de Lisbonne, la marche en avant vers toujours plus d'intégration européenne. J'allais dire naïvement que nous avons voté en 2008, mais non. Nous avons mal voté, nous avons mal voté à 55%, et on nous a imposé quelque chose que nous ne voulons pas. Lorsque le Rassemblement national sera aux affaires, nous aurons l'application d'un programme qui aura été présenté aux Français bien en amont, un programme qui est connu des Français, et nous aurons par ailleurs régulièrement des référendums nationaux sur les sujets importants, notamment sur l'immigration, et aussi la possibilité de davantage de démocratie locale avec des référendums d'initiatives locaux. Ce qui était une proposition des Gilets jaunes il y a cela 3 ans, mais nous ne disons pas cela en réaction aux Gilets jaunes. Nous ne disons pas cela en réponse aux Gilets jaunes. Nous avions déjà cela dans notre pensée politique, bien en amont, et les Gilets jaunes n'ont finalement que fait remonter une demande majoritaire. Pas forcément celle des référendums d'initiative citoyenne ou populaire, mais simplement écouter un peu plus les territoires, les habitants qui y vivent, les habitants qui contribuent au dynamisme de ces territoires, les écouter un peu plus dans leurs doléances, dans leurs critiques, et ne pas systématiquement croire que tout doit se décider du sommet sans écouter les Français.